Monseigneur, bonjour. Bonjour. Le sommet des consciences en juillet, la grande conférence de Paris en décembre, l'environnement, c'est devenu une activité majeure pour vous? C'est devenu un engagement depuis fort longtemps, mais qui s'est accentué ces dernières années, et surtout depuis que j'ai compris et saisi une certaine urgence qu'il y avait à agir et qu'il y avait à être un peu plus sur le terrain et un peu plus de mon engagement personnel en créant la fondation que vous connaissez et qui porte mon nom et qui agit dans les domaines, je dirais, de prédilection liés à l'environnement, qui sont la protection de la biodiversité, les études pour les changements, contre les changements climatiques et pour les énergies renouvelables, et puis l'eau, la grande problématique de l'eau et de l'accès à l'eau. Et donc c'est fort de cet engagement que, évidemment, au jour le jour, et aussi avec la principauté qui, par des projets aussi de notre département de coopération internationale, nous aidons aussi plusieurs pays dans des projets environnementaux. On va évoquer toutes ces activités, hein. Vous comme chef d'État, Monaco, Solar Impulse, bien sûr, ça nous ramène à la Suisse et à Bertrand Piccard, mais c'est vrai que très peu de chefs d'État consacrent autant de temps, hein. C'est très impressionnant. Vous êtes ici à Paris, il y a beaucoup d'autres conférences qui vous amèneront sur le sujet. Il y a quelque chose de personnel aussi. C'est personnel, mais aussi je pense que ça nous concerne tous, puisque il s'agit bien de notre avenir qui est en jeu et de notre avenir sur cette planète. Et je crois que même si on a tous tendance à avoir une vision à court terme, là il faut avoir une vision à long terme, et c'est pour les générations futures qu'il faut agir maintenant, pour essayer de mitiguer, d'atténuer, si vous voulez, j'utilisais le mot anglais, d'atténuer les effets des changements climatiques, car effets, il y a déjà, et ils se font déjà sentir. Il y a une tradition des princes de Monaco, hein, je crois que c'est votre arrière-arrière-grand-père, Albert Ier, c'est ça? Oui. Qui avait déjà, alors c'était pas encore de l'écologie, mais c'était déjà une conscience de la nature très forte. Oh, il avait déjà, c'était un visionnaire, il avait déjà conscience du fait qu'il fallait préserver certains espaces, qu'il fallait préserver certaines espèces, et notamment les espèces marines. Il était curieux de toutes les sciences, d'ailleurs, et c'est le premier qui a osé parler au tout début du XXe siècle de surpêche, de problèmes liés à la surpêche, de problèmes liés à la préservation de certaines espèces, de la nécessité de créer des parcs naturels terrestres et des zones protégées marines aussi. Donc c'était vraiment un précurseur. Ça c'est dans les gènes, vous le sentez vraiment quand on va à Monaco. Alors évidemment, il y a la tradition, l'océanographie, etc. Mais dans les lieux, vous le sentez encore? Écoutez, je crois que c'est un héritage exceptionnel, celui d'Albert Ier, de mon arrière-arrière-grand-père, bien sûr, comme je viens de le dire. Mais mon père avait aussi fait énormément en ce qui concerne la Méditerranée et certains programmes, certaines organisations qui existent encore aujourd'hui je pense au projet Ramoge, au projet Pélagos et d'autres. Il était très concerné par l'environnement marin et surtout de la Méditerranée. Le sommet des consciences fait appel en particulier aux religions. Toutes sont invitées à cela. C'est une dimension auquel on ne pensait pas a priori. C'est de l'écologie. Écoutez, je crois que pour aider à une meilleure compréhension de ces enjeux liés à l'environnement si vous voulez, pour amplifier le discours scientifique, je pense qu'il était intéressant d'avoir cette dimension spirituelle et morale et de faire comprendre que c'est aussi non seulement dans cette approche scientifique et systématique de différents problèmes, et bien qu'il y a cette obligation que nous avons en tant qu'êtres humains, en tant qu'habitants de cette planète, de s'occuper de notre maison commune, comme l'a appelé Sa Sainteté le Pape dans son encyclique. Cette encyclique du pape François, ça a été l'événement sans doute le plus marquant. Je crois que le catholicisme est encore religion d'État à Monaco, c'est vrai? Oui, tout à fait. Le fait que le pape empoigne cette question, c'est un tournant?
Ben, écoutez, je crois que c'est un événement extrêmement important et c'était attendu. Et je crois que c'est un signal fort qu'a donné sa sainteté le pape dans son engagement, mais aussi dans la prise de conscience de certaines réalités et de la nécessité que nous avons au-delà de nos croyances religieuses et au-delà d'un dialogue interreligieux, de venir tous ensemble sur ces sujets et d'essayer de trouver des solutions en commun. Ce pape-là, il y a quelque chose de, certains disent révolutionnaire, dans cette... Vous l'avez senti comme ça, vous? Ben, écoutez, je l'ai rencontré que très très brièvement après son avènement, mais j'ai été frappé par son caractère extrêmement ouvert, extrêmement chaleureux, extrêmement proche de tous ceux qui étaient en contact avec lui. Et vous avez vu, il est bien entendu très accessible et très... il l'embrasse dans une communion tout à fait fraternelle et solidaire. Et il met en avant ces éléments de langage que sont la solidarité et l'aide aux autres, et notamment aux plus démunis, et ce qui fait partie aussi d'un discours écologique, c'est-à-dire que les plus touchés par les changements climatiques, c'est un exemple, mais sont les plus vulnérables. Et donc c'est en s'attaquant aussi à la dimension sociale de l'environnement que l'on arrivera à trouver des solutions. L'autre personnage clé, c'est François Hollande. On a l'impression que ça se passe bien avec lui. Hein. Vous voyez beaucoup. Il y a ce vieux paradoxe, on dit que les présidents de gauche s'entendent presque mieux avec Monaco. C'est le vieux précédent de Gaulle qui, lui, s'entendait mal. Hein. Les présidents de droite s'entendent mal, les présidents de gauche s'entendent bien. Il y a un fond de vrai. Ben écoutez, il y a en tout cas, dans le passé, eu beaucoup d'avancées dans les relations franco-monégasques avec le président Mitterrand. Mitterrand aimait bien votre père et vice-versa. Et ils s'entendaient bien, ils se sont retrouvés sur beaucoup de sujets, mais je crois qu'au-delà de ces considérations de gauche ou de droite, je crois qu'il y a l'intérêt commun, et lorsque l'on approche ces problématiques-là, il faut être le plus pragmatique possible et puis essayer de trouver des solutions pour le bien commun. La conférence de Paris en décembre, alors, le fait qu'elle existe déjà c'est important, mais sa réussite, on la vérifiera sur quoi, d'après vous? On la vérifiera sur le texte final et sur le fait qu'il soit contraignant ou pas. On espère qu'il soit le plus largement adopté, qu'il soit le plus contraignant possible. Il y aura sûrement des bémols à cela, et on arrivera, je l'espère qu'on arrivera à un très très beau résultat, mais au moins qu'on ait des engagements qui soient pris de façon forte et qu'on aille véritablement vers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un saut de génération. Quand on va à Monaco, on est toujours frappé. C'est très beau et en même temps c'est très bétonné. Hein, et vous n'êtes pas le seul. Hein, c'est la vérité de tant d'endroits dans le monde. Quelque chose s'est passé dans les consciences, dans la vôtre, où vraiment les générations ont changé de ce point de vue-là? Écoutez, il faut assurer bien sûr un développement. On n'est pas, si on est défenseur de l'environnement, on n'est pas contre le progrès et contre le développement, mais il faut qu'il soit harmonieux et il faut qu'il soit durable. Il y a des horreurs, pardon, vous vous dites parfois vous-même en voyant tel ou tel tour, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, pardon du mot. Ben écoutez, c'est aussi, malheureusement, quelquefois on doit faire des choix, on doit arbitrer certaines situations et certains projets. Et quand on a un petit territoire, il faut que l'on utilise tous les espaces disponibles de la meilleure façon possible et le plus efficacement possible. Mais il y a aussi, mon père l'avait déjà fait avant moi-même, mais j'ai essayé de continuer dans cette voie, on essaie d'aménager le plus d'espace vert possible sur un territoire qui ne fait que 2 km². Monseigneur,
La Suisse a beaucoup de liens, vous avez beaucoup de liens avec la Suisse, l'aventure Solar Impulse, Bertrand Piccard en particulier, André Borschberg, vous l'avez soutenu, hein, vous la soutenez à un point inouï, vous avez été omniprésent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous touche, visiblement. Ben écoutez, moi j'ai trouvé dès le départ ce projet tout à fait extraordinaire et bien sûr porté par deux personnes formidables. Donc, Bertrand Piccard, que je connais depuis longtemps et qui m'aide aussi et nous aide aussi au sein de la Fondation. Et donc, je ne pouvais qu'adhérer à cette idée et à ce formidable défi que vous êtes, pardon, de la même année, je crois. Hein. Oui, vous vous êtes trouvés, hein, visiblement. Et... Ah ben, on s'était trouvés déjà depuis longtemps, mais encore plus à travers ce projet. Et lui et André Borschberg, vraiment, sont des personnes tout à fait remarquables, tout à fait exceptionnelles et qui portent ce projet avec une passion et une détermination qui sont simplement extraordinaires. Et j'étais très heureux que la Principauté soit associée à ce projet au travers du centre de contrôle qui est installé à Monaco. Il y a une passion chez vous, pardon. Hein. Je crois que vous êtes une fois vous sortiez d'un gala, vous étiez en smoking blanc, vous avez voulu quand même y aller. Ben, j'ai essayé j'avais promis à Bertrand d'être là le plus souvent possible et à son équipe aussi. Et donc, il m'est arrivé effectivement de ne pas être en tenue, en uniforme Solar Impulse à chaque fois que j'allais au centre de contrôle. Et quelquefois, c'était en sortant d'une réunion ou en sortant, comme c'était le cas ce soir-là, d'une soirée caritative où j'étais en smoking, et donc enfin en tenue de soirée. Donc, je me suis précipité là et tout de suite après. Tout le monde a vibré dans cette aventure parce qu'il y a un risque quand même, hein, quand il y a eu le survol notamment du Pacifique. Oui. Quel moment pour vous a été le plus fort? Ah ben, je crois que c'est non seulement le départ depuis le Japon, depuis Nagoya, parce que là c'était... Bon, finalement, il y avait cette traversée du Pacifique qu'on avait attendue depuis plusieurs semaines, mais c'était aussi un peu le saut, non pas dans l'inconnu, mais dans quelque chose qui allait être très difficile et très, non seulement techniquement et aéronautiquement, mais aussi humainement, et on a vu. Et puis, alors après, bien sûr, l'arrivée à Hawaï a été un moment tout à fait extraordinaire, parce que le pari était réussi, et parce que ça a été très difficile et très éprouvant pour André Borschberg, mais pour toute l'équipe aussi, parce qu'il y a eu évidemment plusieurs péripéties et plusieurs angoisses liées aussi aux conditions météorologiques changeantes. Mais je crois que c'est un formidable exploit, cette traversée du Pacifique, et restera dans l'histoire comme le vol le plus long et le plus éprouvant. Mais alors bien entendu, on aurait aimé qu'il y ait une suite immédiate ou dans les prochains jours. Ce n'est pas grave, pardon, que ce soit en 2016? Écoutez, je crois que ça n'est pas grave. Il faut bien sûr s'assurer que techniquement que tous les voyants soient au vert, et je comprends tout à fait la décision qui a été prise. Ça sera un tour du monde sur 2 ans, mais je crois que du moment que l'objectif sera atteint de boucler ce tour du monde et de prouver que les énergies renouvelables, et notamment l'énergie solaire, est une réalité et qu'elle peut être envisageable dans le mix énergétique de demain. Vous êtes père, les jumeaux, Jacques et Gabriella. Pardon, c'est une question un peu bateau, mais tous les pères du monde se la posent ou non. La conscience écologique, ça change un peu quand on voit concrètement la nouvelle génération qui est là? Mais disons qu'elle était déjà là en ce qui me concernait, mais elle a été amplifiée un peu, bien entendu, par l'arrivée de Jacques et Gabriella, et d'essayer de leur donner, de leur laisser une terre qui soit vivable et qui puisse remplir toutes les fonctions que l'on peut espérer de notre planète. Et donc, je ne veux pas, bien entendu, comme nous tous, on ne veut pas que nos enfants nous disent mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on n'hérite pas de la même terre, pourquoi on ne peut pas vivre dans les mêmes conditions. Ça serait terrible pour moi.
Le paramètre du temps, hein, c'est important. Je vous entendais dire la monarchie, vous êtes monarque, ça a des aspects positifs dans la gestion du temps, c'est-à-dire vous avez de la durée pour vous. Oui, Ça vaut aussi pour l'écologie. bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est obligé d'avoir une vision à long terme et de devoir anticiper ou d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer, mais il faut prévoir cela maintenant. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de production, de transport, de façon de vivre, pour qu'on ait moins d'impact sur l'environnement, pour que l'on produise moins de gaz à effet de serre, et donc qu'on puisse aller vers un avenir qui soit plus durable. On devra changer de mode de vie. Est-ce qu'on ment pas un peu aux gens en disant on va s'arranger, les techniques vont résoudre tout? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, on ne devra pas vivre de façon plus austère? Je ne pense pas que ça sera une autre façon de vivre, mais ça ne sera pas plus austère et ça ne sera pas plus difficile. Il faut simplement, je crois, faire appel au bon sens, faire appel bien sûr à des technologies. Les technologies ne résoudront pas tout. C'est, je crois, notre façon de vivre et de vivre le plus durablement possible qui conditionnera notre avenir. Vous avez célébré 10 ans de pouvoir. Il y a peu de chefs d'État qui, à moins des dictateurs, mais c'est une autre catégorie, mais dans les États démocratiques, il y a peu de chefs d'État qui sont encore là après 10 ans. Qu'est-ce que ça change? Mais ça ne change rien du tout. Quand même, la durée, quoi. Bien sûr que mais ces 10 ans sont passés à une vitesse incroyable. Il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu beaucoup de choses. Je suis très heureux de pouvoir, et j'ai été très heureux de pouvoir célébrer ça avec ma famille et avec la population monégasque. Le moment où votre femme a chanté a été un moment d'émotion partagée. Je veux dire, c'est... Elle n'a pas tout à fait chanté, elle a parlé en français. Oui. Ce qui est déjà, c'est une chanson. C'était une déclaration, mais non, c'était très très émouvant. Mais c'est formidable, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et il y a encore beaucoup de travail, et vous savez, je ne compte pas mon temps. Mais c'est pour le bien, non seulement de la principauté, mais aussi... c'est l'intérêt commun qui me guide. Ça nous ramène à l'écologie. Tout le monde a le souvenir de votre père qui avait un côté très padrone. Et au début, vous étiez un peu critiqué parce qu'on disait est-ce qu'il a là. On a l'impression que l'écologie vous a donné une stature internationale qui fait que voilà, le jeu des générations avance. Écoutez, je n'ai pas recherché cela pour avoir une stature internationale. Ce sont des sujets qui m'intéressaient déjà il y a longtemps et qui, je crois, sont des sujets tellement importants et qui vont, même cruciaux, et qui vont conditionner notre avenir. Et je voulais simplement apporter ma petite voix à d'autres voix qui s'élèvent contre certaines mauvaises pratiques et qui veulent aller vers un avenir plus serein et plus viable et plus durable pour nous tous. Les 70 ans de l'ONU, les 70 ans des Nations Unies, elles seront célébrées cette année, en fin d'année. Pour les petits États, petits entre guillemets, ils le sont plus ou moins, Monaco, la Suisse, Luxembourg, d'autres. C'est un écho particulier. Ben écoutez, je crois que, et cela a été dit par plusieurs autres personnalités, je crois que les petits États comme les grands ont leur rôle à jouer et ont leur mot à dire. Et je crois que si on est accepté par la communauté internationale, c'est pour pouvoir contribuer et contribuer de la meilleure façon possible. Et on n'est pas là pour empêcher les choses de se faire, et les bonnes choses et les bonnes pratiques. On veut au contraire accompagner cela et simplement avoir aussi notre mot à dire. On a l'impression que vous êtes sans complexe. Vous avez l'impression que vous êtes sans complexe. On dit micro-État, etc., mais vous parlez de la même manière que les États-Unis ou autres, dans le sein des Nations Unies. Écoutez, je ne me souviens plus qui a dit cela, mais qu'il n'y a pas de grands ou de petits États. Il y a des pays qui y font et qui ont des idées et qui veulent contribuer
de la meilleure façon possible. Et ça, je crois que c'est la plus belle des récompenses. Votre lien avec le public, Monseigneur, ça joue, vous savez bien, dans cette conscience écologique, le fait que vous soyez un visage, que votre vie ait été suivie, hein, la mort de votre mère, votre vie personnelle, enfin, toute la vie de Monaco, il y a des millions de gens qui l'ont vécu, un peu par procuration. C'est présent à votre esprit? Écoutez, je crois que la meilleure façon de toucher les gens, bien sûr, c'est d'être proche d'eux et de pouvoir évoquer des sujets et des préoccupations qui sont proches de leurs préoccupations. Et d'essayer de faire de ce débat sur l'environnement et sur les changements climatiques un débat auquel tout le monde puisse s'identifier. C'est ça qui est important. Et qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Un dernier mot, Monseigneur. Vous êtes chef d'un petit État, mais alors vous êtes parmi les hommes ayant le plus voyagé au monde. Il y a sûrement d'autres qui ont voyagé entre les pôles et le lieu qui, pour vous, est le lieu qui rappelle que l'écologie est une priorité dans cette année 2015, c'est quoi? La beauté du monde? Ben écoutez, comme l'a dit sa sainteté le patriarche Bartholomée tout à l'heure, Dostoïevski a dit que c'est la beauté qui sauvera le monde. Et je crois que si on arrive à toujours garder cette sensibilité et de s'émerveiller sur les merveilles qu'offre la nature et de voir que c'est une nature en bonne santé, c'est une nature préservée, mais c'est une nature qui continue à donner des services, on peut les appeler comme cela, et dans lequel l'homme puisse trouver sa place et puisse bénéficier des bienfaits de la nature. Alors l'avenir sera assuré. Cette interview est diffusée sur TV5 Monde, donc tous les francophones, mais aussi en Suisse. Un mot pour les Suisses? Ben écoutez, vous connaissez mon attachement à la Suisse et mes visites fréquentes en Suisse, je pense, le prouvent. Je l'espère en tout cas, mais je salue très chaleureusement tous mes amis suisses. Merci, Monseigneur. Merci.